Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Philippe Corot, le PDG de Miracle. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Licorne, je ne sais pas si vous aimez ce terme, licorne. Non, en fait, licorne, c'est plus d'1 milliard d'euros de valorisation. Vous êtes largement au-delà, tu as 3-4 milliards, j'ai vu. Oui, exactement. C'est ça. Lors de la dernière levée de fonds en 2021, c'était plus de 3 milliards de dollars. Après, c'est vrai que le terme licorne, on n'aime pas trop parce que c'est un animal qui n'existe pas quand même, alors que nous, on est une vraie boîte avec des vrais clients qui créent de la vraie valeur, avec des vraies équipes qui travaillent tous les jours. Créé il y a 13 ans. Et le modèle a pas mal évolué, de pure player de marketplace à fournisseur de logiciels, encore une fois, enfin de solutions de logiciels. Juste pour le commun des mortels qui ne vous connaît pas, que fait Miracle aujourd'hui ? Alors Miracle, ça apporte à ses clients une technologie, une expertise, un écosystème pour qu'ils développent son e-commerce en utilisant ce nouveau business model de plateforme ou de marketplace. Ouais. Donc concrètement, quand vous allez sur une plateforme e-commerce, vous pouvez acheter des produits qui sont vendus par la plateforme, mais aussi des produits qui sont vendus par des vendeurs partenaires. Et donc l'opérateur de la plateforme utilise le logiciel Miracle pour gérer cette activité. Voilà. Et donc vous avez donc présent quasiment toutes les grandes enseignes, Carrefour, Decathlon, Maison du Monde, La Redoute. Donc concrètement, pour ces clients-là, tout leur logiciel de gestion, encore une fois, de ces marketplaces, c'est vous. Exactement. Tout ce qu'on voit logiciel, pas. Exactement. Tout le back-office marketplace, donc qui génère aujourd'hui chez nos clients plus de 11 milliards de dollars de volume additionnel sur la globalité de nos clients dans le monde. Nous fournissons le logiciel qui permet de développer cette activité. Je pense à Amazon, qui est le plus gros là-dessus aussi. Vous ne bossez pas avec Amazon? Non, on ne bosse pas encore avec Amazon. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé leur propre technologie en interne avant que Miracle existe. Ouais. Et avant que des solutions logicielles comparables. Amazon est l'inventeur du modèle. Oui. Ils l'ont inventé, c'est aujourd'hui... Et chez les autres, c'est outsourcé finalement, et c'est vous? Exactement, exactement. Il n'y a plus de rationnel économique à développer sa propre plateforme. C'est beaucoup trop cher de le faire soi-même. Amazon l'a fait, il n'y avait pas rien n'existait, ils étaient obligés d'inventer le modèle et d'inventer la solution technique, mais ça leur a coûté des dizaines de milliards, parce que parfois on peut imaginer que certains acteurs veulent le faire eux-mêmes. Bon, s'ils sont prêts à investir ne serait-ce que des centaines de millions dans une technologie, ça serait c'est un peu dommage. 80%, c'est vrai, de votre chiffre d'affaires est réalisé hors de France? Oui. Ça veut dire que le e-commerce français a atteint ses limites ou... Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'e-commerce européen, américain représente des marchés plus importants que si vous prenez juste la France. Aujourd'hui, la France, c'est 20% de notre activité. L'Europe au global, c'est aussi 20%. Nous, on est une boîte française, on a démarré par la France. Donc voilà, à moyen terme, la répartition du chiffre d'affaires de Miracle correspondra exactement à la répartition du chiffre d'affaires mondial. Vous avez acheté une start-up allemande, Adspert, là il y a quelques mois, juste avant Noël, oui. Petites emplettes, dans le retail média. Il faut expliquer le retail média. Pourquoi maintenant ça devient stratégique pour vous? Alors le retail média, en fait, c'est une activité qui consiste à faire de la publicité sur les plateformes e-commerce. Et en physique aussi, d'ailleurs, dans les magasins aussi. Exactement. Nous, on est sur la partie online. Alors pourquoi c'est stratégique? D'abord parce que c'est des activités qui sont en croissance très forte. Donc concrètement, c'est quand on voit, par exemple... On voyait des produits sponsors, par exemple, quand vous allez sur un site, il y a des produits sponsorisés ou des bannières. Les annonceurs ont payé pour être là. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez Amazon, en 2024, c'était 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une profitabilité entre 70 et 90%. Ah oui, il faut en être évidemment. Il faut obligatoirement en être. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Amazon, 2/3 de cette activité est fait par les vendeurs marketplace. Donc nous, on apporte cette technologie à nos clients qui leur permettent de développer cette activité de retail média. Et on est la seule technologie au monde à être capable de gérer des vendeurs marketplace sur sa plateforme. On parle pour le coup du business des plateformes européennes ou américaines. Les plateformes chinoises, les AliExpress et compagnie, qui sont populaires en France, vous en pensez quoi? J'en pense que c'est Elles n'utilisent pas votre... Elles n'utilisent pas notre technologie. Ouais. J'en pense que c'est un sujet qu'il va falloir traiter. Qu'est-ce qui cloche? La concurrence n'est pas loyale. Si vous voulez, on a affaire avec ces entreprises chinoises à une concurrence qui est totalement déloyale. Parce que les conditions de fabrication des produits ne sont pas les mêmes, parce que les conditions d'export et de logistique ne sont pas les mêmes. Donc toute la chaîne de valeur est totalement différente. Et nous, on ne protège pas notre marché. Aujourd'hui, l'Europe ne protège pas son marché.
Je crois qu'en France, un tiers des colis gérés par la Poste viennent de ces plateformes chinoises. C'est colossal. Ça veut dire qu'avec les croissances actuelles, dans quelques années, ça sera plus de la moitié des colis traités par la Poste qui viendront de ces plateformes. Chine, c'est pas normal, AliExpress. exactement. Je pense que ce n'est pas normal. Je pense que si le consommateur veut... Non, mais il faut jouer à armes égales. Si vous voulez, on ne peut pas imposer des réglementations, une législation... Des droits de douane en Europe. Oui, oui. C'est pas un gros mot, droit de douane, hein, pourquoi pas. Mais on ne peut pas imposer une législation aux fabricants et aux entreprises européennes et accepter que des entreprises qui ne respectent pas cette législation viennent nous faire concurrence en Europe. C'est à quel échelon pour voir ça? C'est au niveau français ou au niveau de l'Europe? Aujourd'hui, c'est au niveau de l'Europe. C'est au niveau de l'Europe. Mais je pense que la France doit faire valoir ces évolutions de législation au niveau européen. Vous faites remonter ça? Oui, on le fait remonter. Ouais. Et alors? J'espère qu'on nous écoute. Il y a ce sujet-là, il y a le sujet de l'intelligence artificielle. On a des atouts en France et en Europe, il faut les protéger et les développer. Évidemment. D'ailleurs, l'IA, au passage, vous misez beaucoup dessus. Hein? Oui, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. En quoi c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour faire la différence dans l'e-commerce? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est le nerf de la guerre dans toutes les industries. Ouais, c'est vrai, donc pourquoi dans l'e-commerce? Notamment dans les marketplaces, parce que ce sont des économies de volume. Et à partir du moment où on gère énormément de volume de données, de produits, de commandes, l'intelligence artificielle permet des gains de productivité qui sont colossales. Puis ça améliore déjà peut-être aussi la logistique, côté back-office. Bien sûr. Et puis le parcours client. Exactement. Ça améliore le parcours client, ça améliore l'expérience client, ça la personnalise. On va voir dans les années qui viennent des plateformes e-commerce qui seront complètement personnalisées en fonction de l'utilisateur qui va venir sur la plateforme. C'est-à-dire concrètement concrètement, aujourd'hui, quand vous allez sur une plateforme e-commerce, si tous les deux on va sur une plateforme e-commerce, l'expérience sera la même. On va avoir le même parcours. Globalement, ça va être assez proche. Il y aura de la personnalisation, parce que ça existe depuis longtemps. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir repenser complètement ce parcours. Vous ne passerez pas par un moteur de recherche. Comme aujourd'hui, vous cherchez un produit, vous passez par un moteur de recherche. Demain, vous demanderez à une IA de vous trouver le produit dont vous avez besoin et qui est peut-être pas, et qui est sûrement pas le même que le produit dont moi j'ai besoin. Et ça, l'IA le saura et saura vous apporter exactement ce que vous voulez. Donc, une expérience plus personnalisée, plus rapide, donc plus performante. Et d'ailleurs, les collaborateurs aussi, tout le monde s'y est mis, j'imagine, chez Mirakl, évidemment. Oui, chez Mirakl, tout le monde s'y est mis. On s'y est mis donc déjà dans nos produits pour faire quoi, depuis plusieurs années. Alors, il y a plein d'usages différents. Il y a un usage donc dans nos produits. On a commencé à intégrer l'intelligence artificielle en 2017, quand on a monté notre première équipe d'intelligence artificielle. Donc, amélioration des process, augmentation de la productivité et de l'efficacité des produits. Donc ça, c'est dans nos produits. Aujourd'hui, si vous prenez notre solution Retail Media, ou notre solution Channel Manager qu'on vient de lancer, qui s'appelle Mirakl Connect, 100% du cœur de ces logiciels sont basés sur de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une innovation et c'est des gains de performance qui sont colossaux. Donc ça, c'est un premier usage. Après, il y a un deuxième usage qui est comment on améliore notre productivité interne en utilisant l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une refonte des process. Une adoption des outils par les équipes. On a un gain de productivité dans les équipes IT qui est entre 5 et 25% selon la seniorité des développeurs grâce à l'IA. Et après, donc ça augmente la productivité, mais c'est pas au détriment de l'emploi. Alors, c'est pas au détriment de l'emploi, on est en croissance forte donc Mirakl. Ça se verrait pas. Donc on continue à recruter. Et surtout, 700 collaborateurs. Exactement, et on recrute beaucoup aussi dans les équipes IA. Aujourd'hui, c'est 50 personnes et on espère les faire doubler très vite. Donc nous, on crée de l'emploi grâce à l'IA aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez communiqué vos résultats 2024, ça fait plusieurs années que vous le faites. Oui. Les licornes, rares sont les licornes qui font ça d'ailleurs. Hein. Pourquoi vous vous astreignez à... Je pense que c'est une question de transparence. Vous n'êtes pas coté en bourse. On n'est pas coté. C'est intéressant pour nous de communiquer. Qui est au capital d'ailleurs de Mirakl? Alors, il y a donc les fondateurs, Adrien et moi, on a les collaborateurs aussi. C'est combien, vous deux? Alors, alors là-dessus, c'est un truc sur lequel, en général, les fondateurs sont assez pudiques. On communique sur tout, sauf sur ça. On communique beaucoup déjà, Mirakl. Hein. Nous, on est assez transparent, hein, globalement. Vous avez la majorité à deux? Non, on n'a pas la majorité à deux. Non, non. J'aimerais bien, mais on l'a plus. Après, on a fait des grosses levées de fonds, si vous voulez. Quand il y a des investisseurs qui vous font confiance... Combien de levées de fonds il y en a eu? Il y a eu 6 levées de fonds. Oui, mais les plus grosses et les plus récentes? La plus récente, c'était en 2021 avec Silver Lake, où on a levé 555 millions de dollars. Et en cumulé? On est proche du milliard en cumulé.
Donc c'est beaucoup d'argent, donc c'est aussi un signe de confiance forte. Ouais. Donc les actionnaires ont forcément ont une part, les fonds sont des actionnaires importants. Et donc c'est pour eux que vous astreignez ce devoir de transparence et de communication? Non, pas du tout, parce que si c'était ça, on pourrait le faire au cours d'un board. Non, je pense que c'est important, si vous voulez, de montrer au marché que justement, on n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, une licorne, un animal imaginaire. C'est important de montrer au marché que nous avons une vraie activité. Vous voyez, on est moins visible que certaines grosses startups françaises que vous pouvez utiliser au quotidien, comme certaines entreprises B2C. Nous, on est une entreprise de back-office. De B2B. On est moins visible. B2B2C. Exactement. Donc, le fait de communiquer, ça nous permet d'avoir une meilleure attractivité, que ce soit des clients ou des collaborateurs. Ouais. 177 millions de dollars de revenus, en hausse de 15%. C'est ça la big picture? De revenus récurrents. Oui, oui, c'est notre indicateur majeur. Donc, 15% de croissance sur... Tous les ans? Ça, c'est le trend de croissance? Alors oui, on travaille pour l'augmenter. Les nouveaux produits que nous avons lancés comme Miracle Connect ou Miracle Ads sont là pour contribuer à l'augmentation de la croissance. Ce sont des marchés en forte croissance, donc l'entreprise au global va en bénéficier. Ouais, et avec 450 clients, c'est ça? Oui. Et 7 produits. Vous affirmez être rentable sur le premier produit, le produit historique, phare, mais pas sur l'ensemble de la boîte. Expliquez-nous, et puis à quand la rentabilité au global? Notre produit phare, donc, qui s'appelle Miracle Marketplace Platform, est profitable. Ouais. Après, nous investissons beaucoup dans nos nouveaux produits. Avec une marge de combien? Alors, pareil, on ne communique pas là-dessus, mais après, ça devient un argument de négociation, donc on va... Mais nos activités, donc Retail Media et Channel Manager et Payout, donc notre solution de paiement, on investit beaucoup dessus. Donc forcément, pour le moment, tant qu'on est en phase d'investissement, ça, en fait, les activités sont déficitaires. Mais évidemment, c'est logique. On n'est pas, entre guillemets, on ne crame pas du cash court terme pour générer de la croissance. Donc, ce sont vraiment des investissements que nous faisons. Et donc, rentabilité, notamment dans l'IA aussi. Rentabilité, donc, pour quand? Pour l'instant, notre objectif, c'est de créer le meilleur produit qui crée le plus de valeur chez nos clients. On n'a pas d'objectif de rentabilité court terme sur ces nouvelles activités. Pour nous, on est sur des activités qui sont transformatrices chez nos clients, qui vont générer beaucoup de revenus et beaucoup de profitabilité. C'est important pour nous d'être présents avec le meilleur produit possible. Ouais. Donc ça nécessite des investissements. Qui sont les concurrents sur ce business-là? On a dit 450 clients, vraiment, enfin, c'est les plus grands noms, Carrefour, Decathlon, j'ai dit tout à l'heure, Maison du Monde et beaucoup d'autres. Mais quels sont vos concurrents? Alors, aujourd'hui, on a deux concurrents importants qui nous privent de revenus, si je puis dire. C'est d'abord le fait de ne rien faire. Donc les clients ou les prospects plutôt qui ne veulent pas lancer de marketplace, qui se disent c'est pas pour nous. En général, ils finissent par se rendre compte de leur erreur, donc ils reviennent nous voir, mais on a encore ces discussions-là, malgré les chiffres, malgré les... Qu'est-ce qui leur fait peur? Souvent, on entend la cannibalisation. Ah oui. Mais c'est démontré, on a fait beaucoup d'études là-dessus, et puis tous nos clients aujourd'hui disent que c'est l'inverse, si vous voulez, ça crée de la valeur aussi sur l'activité historique, c'est démontré. Mais il y a toujours des biais cognitifs qui font qu'on croit que non. Mais bon. Donc quand on redevient rationnel, en général, on se lance dans l'activité marketplace. Et après, sur l'activité, le risque aussi, ce qu'on voit parfois, c'est des gens qui vont dire Amazon a développé sa plateforme, moi aussi je vais développer ma plateforme. Donc ils se lancent dans des projets qui sont extrêmement coûteux, qui leur font perdre énormément de temps. C'est ça vos concurrents, c'est ceux qui n'y vont pas ou qui disent on y va tout seul. Voilà, on y va tout seul. Non, mais dans les solutions technologiques. Aujourd'hui, on ne voit pas il y en a qui ont essayé de nous faire concurrence, mais aujourd'hui, ils ont disparu. Et on travaille pour faire en sorte que ça continue comme ça. C'est pour ça qu'on investit massivement. Vous posez la question de l'investissement et des levées de fonds. Donc des levées de fonds massives, des investissements massifs pour développer la meilleure technologie et créer ce qu'on appelle cette barrière à l'entrée qui fait que on garantit notre croissance, si vous voulez. Je pense que je vous ai posé la question quand vous êtes venu, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, puisqu'on est sur Boursorama, est-ce qu'une introduction en bourse est d'actualité? Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Et ça pourrait l'être un jour? Ou vous fermez la porte ou vous la laissez un peu ouverte? Pour l'instant, on ne se ferme pas de porte. Ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas un projet court terme. Encore une fois, nous, on va se focaliser sur la croissance. L'introduction en bourse, c'est une levée de fonds publique.
on n'a pas besoin de lever des fonds. Pas lever de fonds, 2025? Non. 2026? Pour l'instant, non. Pas 2025? Pas 2025, pas 2026. Ah. On a pour l'instant, on a fait, je vous l'ai dit, beaucoup de levées de fonds. On a une trésorerie qui est confortable. On a la trésorerie, RCF, on ne dit pas. Et tout savoir, en fait. C'est notre métier, en fait, une déformation professionnelle. On a un RCF donc, de 100 millions sur lequel on a communiqué. RCF, c'est une ligne de crédit. Ouais, ok. Donc on utilisera en cas d'acquisition. Pour l'instant, c'est la seule raison pour laquelle nous pourrions être amenés à faire une levée de fonds, c'est en cas d'acquisition importante. Allez, merci pour cet entretien avec vous. Philippe Corot, le PDG de Miracle, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.